La douche froide le matin, qui serait le symbole de ta vie de surhomme nietzschéen, bah très clairement, si tu veux commencer ta journée par un truc dur, parce que tu veux être productif et avancer dans tes projets, commence par être productif et avancer dans tes projets plutôt qu'une douche froide en fait. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de cette mode des douches froides. J'ai pris des douches froides pendant 2 ans dans un appartement sans chauffage, un appartement très mal isolé, où il faisait parfois 4 degrés l'hiver. Je ne plaisante pas, c'est arrivé qu'il fasse 4 degrés dans ma cuisine. Alors, je n'ai pas de vidéo pour prouver ce que je dis, hein. Vous pouvez toujours me traiter de mythomane, il n'y a pas de souci. Je continue à prendre des douches froides aujourd'hui, et j'avais évidemment envie de réagir à cette mode des douches froides, hein, qui est le gros truc à fond dans le développement personnel en ce moment. Alors évidemment, chez les Anglais, hein, vous avez des blogueurs célèbres du développement personnel, slash minimalisme, slash productivité, slash life hack, slash biohack. Je n'en peux plus, il faut que j'arrête de hurler, je vais casser le micro. Vous avez Nathaniel Drew, qui a fait sa petite vidéo. Vous avez évidemment l'ineffable Matt Diavella, l'homme aux 24 t-shirts, qui a fait une vidéo là-dessus, et je ne parle pas de la quantité avoisinant les centaines de vidéos qui parlent de la méthode Wim Hof. Et évidemment, chez les Français, comme on n'a aucune originalité, bah on a la même tendance, hein, puisque ça fait longtemps que les Français n'ont rien inventé, en fait, voilà, à part la synthwave, peut-être. C'est vrai que les Français ont inventé la synthwave, quasiment, si on réfléchit, en fait. Bon, c'est pas mal, si on met de côté que c'est un revival d'une musique américaine des années 80, quoi. Enfin, passons. Donc on a Nassim qui a fait une vidéo là-dessus, on a Emilio Abril, Eric Flag, bref, les usual suspects du YouTube game, productivité, bien-être, etc. Mais Thibaut InShape aussi a fait une vidéo. On va réagir à une vidéo de Florent Tavernier, notre Nietzschéen pas préféré. Non, c'est pas mon Nietzschéen préféré, non, pas du tout. Mais j'ai rien contre lui, hein, personnellement. Je prends sa vidéo parce que je l'avais vue il y a plusieurs mois et elle m'avait semblé intéressante à commenter. Donc on va la regarder en accéléré, en 1.5, comme ça si vous-même vous regardez ma propre vidéo en accéléré, bah, ça restera audible. Les extraits en tout cas de sa vidéo à lui resteront audibles. Je l'avais laissé longtemps sur mon visage et je pouvais plus bouger mon visage et je voyais plus pendant un très court instant. Ah oui, c'est en hiver, hein, c'est dans le titre de la vidéo, 40 jours de douche froide en hiver. Ouais, c'est pas très beau quand je surligne comme ça. Bon, désolé, hein, je débute dans les réactions, hein, c'est que ma deuxième sur la chaîne, donc j'espère que vous serez humble. Enfin, que vous serez magnanime plutôt. C'est moi qui devrais être humble. C'est pas mal le fait d'avoir... Ça, c'est ce qu'on appelle du show and tell. Il y va tout de suite franco, on voit la neige, donc on a le contexte, on voit qu'il va pieds nus, on va avoir un début d'association d'idées sur l'hiver, le froid, etc. On n'est pas en train de grelotter non plus, hein, faut pas déconner, c'est pas The Revenant, mais quand même, il nous a mis, voilà, de façon subtile, dans un contexte, ah ouais, il fait froid, il pleut, on a envie d'être au chaud, on a envie d'être chez soi, peut-être de faire un feu de cheminée si... on n'a pas Ségolène Royal comme voisine. Oui, parce qu'elle est contre les feux de cheminée aussi. Mais c'est très écolo d'être contre les feux de cheminée. Je pense qu'Aurélien Barraud est d'accord. Ok. Mais quelle idée de faire ça avant. oui, quelle idée, en fait. T'as fait une vidéo sur les douches froides, pas sur les bains de flocons de neige, en fait. Récemment, je suis arrivé à Nice. Ici, j'ai des amis déter qui prennent des douches froides toute l'année. Moi, j'avais déjà essayé dans le passé, mais ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Le truc, c'est que je peux pas vivre avec des gens qui se douchent froid si moi je prends des douches chaudes. C'est littéralement impossible. Alors, je pensais que ce serait pas très dur, mais quand j'ai essayé de prendre ma première douche froide depuis des mois, je me suis rendu compte de quelque chose. On est en hiver. Ok. C'est marrant qu'il présente ça comme une difficulté parce qu'en fait, de toute manière, si tu vis en hiver dans un endroit qui n'est pas chauffé, quand tu te déshabilles, c'est déjà un effort, en fait. Mais finalement, là où ça serait le plus dur, c'est l'intersaison. C'est-à-dire, printemps-été, quand vous n'avez pas du soulagement à aller dans la douche froide, et quand vous n'avez pas déjà franchi une épreuve en enlevant vos vêtements pour aller dans la salle de bain. La douche froide, c'est un classique de l'autodiscipline, et on lui prête beaucoup de vertus. Améliorer le système immunitaire, améliorer la peau. A few moments later. En termes de preuves scientifiques sur les douches froides, en fait, c'est pas super carré, parce que on a par exemple cette étude qui a été faite sur 3000 volontaires, alors c'est bien, 3000 volontaires, c'est pas mal du tout, terminant leur douche matinale par un jet d'eau froide, plus ou moins longtemps, etc. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on parle d'études randomisées. Randomized Control Trial. Alors le truc, c'est qu'en fait, tu peux pas randomiser en double aveugle le fait de prendre ou de ne pas prendre une douche froide. Forcément, le mec qui finit sa douche par du froid, il sait qu'il a fini sa douche par du froid. Voilà, c'est un des sujets sur lesquels en tout cas, à l'heure actuelle, je vois pas comment on peut faire un protocole en double aveugle.
Bon, je vous rassure, hein, c'est pas une vidéo de zététique que vous êtes en train de regarder. Si vous êtes fan des inquisiteurs de la tronche en biais, bah allez voir leur chaîne, hein, allez vivre votre petite vie de psychorigide, et puis voilà. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse ici, mais je donne juste un peu de contexte pour rappeler que il y a des choses qui paraissent logiques sur les bénéfices de la douche froide, à savoir par exemple la vasoconstriction, hein, parce qu'on sait factuellement quel est l'effet du froid sur les vaisseaux sanguins. Mais il y a un problème, par exemple, de durée de l'effet. Vous prenez une douche froide, est-ce que vraiment ça joue sur votre circulation sanguine pendant autre chose que les 30 premières minutes de la journée? Ça ne m'empêche pas de prendre des douches froides, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce que ça peut m'aider à sortir de ma zone de confort et augmenter ma discipline? Je pense qu'on part sur au moins 30 jours. Vous êtes prêts? C'est parti. On a toujours envie de sortir de la douche le plus vite possible, donc j'ai commencé à mettre un chronomètre pour prendre des vraies douches. Les premières choses que j'ai remarquées, c'est que C'est pas mal, un truc que tu peux faire au lieu de chronométrer, parce que si t'as pas envie d'avoir ton smartphone avec toi dans la salle de bain, pour différentes raisons, c'est tout simplement de compter dans ta tête. Tu peux compter les secondes. Moi, c'est ce que je fais quand je prends une douche vite, parce que je suis en retard sur un truc. Sinon, je prends des douches très longues, parce que oui, je vous ai pas dit, en fait, je prends des douches froides, mais à la fin. Techniquement, je prends ce qu'on appelle des douches écossaises. Je commence toujours par une douche chaude, voire très chaude, parce que ça me relaxe, parce que ça me délasse, ça me détend. J'ai l'esprit qui vagabonde, et ça me permet d'être créatif, d'avoir des idées, que ce soit des idées de vidéos, des idées de réflexion sur la vie, le monde, la philosophie, les Grecs de l'Antiquité qui sont morts et dont on parle encore à l'école. C'est ça la philosophie, non? C'est autre chose? Bon, bref. Et je finis par de la douche froide. Et pour être sûr justement de pas bâcler le truc, je compte, non pas les secondes quand je prends une douche froide, parce qu'en général, si je prends une douche froide, je suis pas spécialement pressé, je compte mes respirations. C'est un truc simple qui permet de pas se galérer avec un chronomètre. c'est un peu comme si mon corps se préparait parce qu'il savait qu'il allait souffrir. Il y a aussi la peau qui rougit, mais après les toutes premières secondes, ça devient plus facile. En fait, ce qui est vraiment dur, c'est vraiment les premières secondes d'eau froide, parce que c'est là où le corps doit faire le plus grand effort pour se réchauffer. Après 10 ou 15 secondes, ça devient beaucoup plus facile. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Wim Hof. Il y a vraiment un côté psychologique dans cet exercice. C'est le genre de gars qui monte l'Himalaya en short et qui a pas mal de records du monde du style tenir le plus longtemps dans un bain de glaçons. Je me permets de couper parce que je pense que vous savez très bien qui est Wim Hof. On m'avait conseillé de commencer par l'eau chaude et ensuite seulement mettre de l'eau froide, mais d'après mon expérience, c'est juste de la torture. Marrant, c'est l'inverse de ce que je fais. Après, chacun ses goûts, hein, vraiment. C'est un peu comme les pansements. Mieux vaut arracher d'un coup et aller tout de suite au cœur du problème plutôt que d'essayer de rendre ça plus long. Oui, mais il y a un problème, c'est que si tu commences tout de suite par l'eau froide, tu es dans cette approche où tu vas forcément limiter ta douche un certain temps, à moi de vouloir progresser dans la méthode Wim Hof, parce qu'il y a des gens qui visent à rester de plus en plus longtemps dans le froid, etc. Et surtout dans de l'eau de plus en plus froide, parce que l'eau froide dans notre douche à nous, d'urbain citadin, c'est pas l'eau froide d'un lac de montagne. Mais si tu fais ça, tu passes à côté du côté relaxant et créatif de la douche chaude qui permet de laisser ton esprit vagabonder. Il y a peut-être des gens qui vivent ça quand ils prennent un bain, je sais pas, moi le bain c'est pas mon truc, je m'ennuie dans un bain, mais dans une douche chaude, moi des fois je reste 20 minutes sous la douche. 20 minutes tu laisses vagabonder ton esprit, et tu finis par 3 minutes de douche froide quoi. Alors que si tu fais ta douche froide direct, bah tu vas pas passer 20 minutes sous l'eau froide, très probablement pas. Donc tu vas pas avoir les bénéfices de stimulation de la créativité ou de la relaxation liée à la douche chaude, c'est dommage. En fait, j'ai un problème. Ceux qui regardent les vlogs que je fais sur la chaîne de Missor le savent, mais ici à l'atelier, on travaille jusqu'à tard, et le matin, le premier brief est à 7h30. Du coup, ma douche froide, elle peut durer que 1 ou 2 minutes maximum. C'est vraiment pour se réveiller. Maintenant, il y a C'est ce que je disais. un seul jour, le dimanche, où j'ai tout mon temps, parce qu'on a interdiction de travailler. Ce que je voulais faire, c'était tester ma limite. Savoir combien de temps je pouvais tenir avec l'eau qui baisse ma température corporelle. Allez, c'est bon. Je suis assez content d'avoir tenu aussi longtemps, mais je dois dire qu'au bout de quelques minutes, ça devient vraiment de moins en moins dur, donc j'aurais pu tenir encore beaucoup plus longtemps. Maintenant, au bout de 22 jours, j'étais prêt à tenter la partie la plus dure de mon expérience. Est-ce qu'il a suivi le cycle d'exposition progressive? Parce que normalement, dans Wim Hof, moi à l'époque, je faisais la méthode Wim Hof et j'ai arrêté tout simplement parce que les exercices de la routine basique de Wim Hof, avec les 3 cycles de respiration, il implique de respirer par la bouche. Et moi, en fait, j'ai découvert un concept alors qui est pas expliqué de la même manière selon les auteurs, mais il y a un mec par exemple qui a sorti un livre qui s'appelle The Oxygen Advantage. Il a suivi des chasseurs-cueilleurs, enfin plutôt des chasseurs-arboriculteurs, qui faisaient des journées entières de chasse en respirant par le nez. Et donc il y a toute une théorie là-dessus sur en fait les bienfaits de la respiration nasale versus les bienfaits de la respiration buccale. Maintenant je fais tout mon sport en respiration nasale, quelle que soit la discipline, et du coup en fait, j'ai arrêté la méthode Wim Hof que j'avais fait 2 hivers consécutifs parce que ça implique de respirer par la bouche et donc ça m'intéresse pas en fait. Ça, c'est quelque chose que j'évite de faire désormais. Le problème, c'est qu'à Nice, l'eau, elle descendait pas en dessous de 13 ou 14 degrés. C'est plutôt froid, mais on peut faire bien mieux. Alors j'ai pris un billet pour l'endroit le plus froid en France, Dunkerque. Je dénonce cette vidéo comme mensongère, l'endroit le plus froid de France, c'est Aurillac. On est à 7 degrés 5. Il fait un peu frisquet, j'ai les mains un peu rouges, et c'est parti.
En fait, il y a un truc qui est tout bête et personne n'en parle. Le truc que je me suis dit au début en le faisant, c'est je vais faire le truc le plus hardcore possible. Bon, c'est pas le truc le plus hardcore possible, mais un truc bien hardcore direct au réveil pour me rappeler en gros que chaque jour c'est la guerre. Et au-delà de toutes les considérations, on va dire pour la santé ou ce genre de trucs, en lesquels je veux bien croire, mais j'ai jamais non plus donné trop de crédit parce que voilà, je l'ai fait surtout pour être dans une mentalité où tous les matins je faisais un truc dur et je me disais direct, ok, c'est ça ta vie, tu te bats. Alors je comprends l'idée, mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a un excellent livre qui s'appelle Willpower Instinct, qui d'ailleurs a été traduit en français. Alors je sais pas ce que vaut la traduction, mais en tout cas la version originale est très très bien, très très sourcée, très bien structurée. C'est un livre qui a été écrit par une psychologue qui s'appelle Kelly McGonigal, et qui parle justement de comment fonctionne ou pas la volonté chez les êtres humains. Et en fait, il y a cette idée, alors je ne vais pas vous résumer le livre là maintenant, c'est pas l'objet de la vidéo, mais il y a une idée assez forte qui traverse tout le bouquin, c'est que la volonté, c'est comme un muscle. Mais ça veut dire deux choses qui peuvent paraître complètement contradictoires. C'est qu'un muscle, ça s'entraîne, ça se développe, on peut le muscler. Et en même temps, un muscle, ça peut être épuisé et se casser, s'élonguer, se claquer, etc. C'est-à-dire que peut-être que la douche froide, surtout telle que la présente Florence, c'est-à-dire 100% eau froide et pas avec le truc progressif, douche écossaise, on commence par du chaud, on finit par du froid, est-ce que c'est pas quelque chose qui va être beaucoup trop exigeant pour la volonté de certaines personnes? Bon, l'important c'est pas d'en faire une règle générale, c'est que chacun puisse tester et voir si c'est intéressant pour lui de prendre une douche froide le matin. Le deuxième point qui me dérange avec ça, c'est je comprends l'idée de commencer la journée par quelque chose qui vous met dans un cadre mental. On appellerait ça en anglais une frame. Vous êtes peut-être plus familier de cette idée de framing, de reframing ou de frame. Cette notion de cadre mental, effectivement, est très très importante. Je l'ai observé notamment à l'époque où je faisais la méthode Wim Hof. Quand je faisais la méthode Wim Hof, j'ouvrais les yeux en général pour aller pisser. J'allais pisser et quand je revenais dans ma chambre, je m'installais sur mon matelas assis en tailleur. J'ouvrais évidemment les volets et la fenêtre pour faire mes respirations Wim Hof, la fenêtre grande ouverte, y compris l'hiver. Et je faisais mes exercices. Et du coup, il y avait un côté effectivement un peu stressant, à travers les apnées notamment, un côté aussi de réveil musculaire, parce que voilà, quand on fait des exercices de Wim Hof, bah oui, il y a les muscles de l'abdomen qui travaillent pas mal, et du coup oui, ça me réveillait, effectivement. Et après, j'avais pas du tout envie de me recoucher, ça c'est vrai. Maintenant, si vous voulez faire un truc dur tous les matins, qui vous met dans une frame, qui vous met dans un cadre mental de « je fais des trucs durs, ma vie c'est la guerre, ma vie c'est la bataille, etc. », bah pourquoi ne pas simplement travailler en fait? Je sais pas en fait, c'est-à-dire que tu te mets dans cet état d'esprit pour être efficace et productif. Est-ce que dans ce cas-là, tu peux pas commencer ta journée directement par travailler? Comme ça, tu vas effectivement te mettre dans un cadre mental de « je suis productif parce que je me suis levé, j'ai pissé, j'ai fait mon lit, j'ai allumé mon PC, j'ai commencé à travailler ». Sachant qu'il y a des arguments contre cette méthode, notamment pour les yeux. Moi, en fait, j'apprécie pas trop de commencer ma journée en allant directement sur un écran. Beaucoup de gens, les adeptes du Miracle Morning, vont vous dire, vous vous levez tôt, vous commencez la journée par boire un grand verre d'eau parce que vous êtes déshydraté pendant la nuit, et puis vous prenez 20 minutes pour lire, ou 20 minutes pour méditer, ou 20 minutes pour faire du sport, ou 30 minutes pour faire du sport, etc. Bref, vous faites quelque chose avant le travail tel que on se l'imagine quand on emploie ce mot en général, les tâches obligatoires de votre vie d'entrepreneur, de freelance ou de salarié. Voilà, vous avez ce sas du Miracle Morning, où vous travaillez sur autre chose. Si vous êtes salarié et que vous voulez monter une boîte, vous travaillez sur votre projet personnel d'entreprise le matin avant d'aller travailler, donc là c'est un autre sujet. Mais en gros, voilà, tout le monde ne préconise pas de se jeter sur l'ordinateur au réveil. Moi, très honnêtement, en ce moment, c'est ce que je fais. Notamment depuis que j'ai arrêté la méthode Wim Hof, j'ai plus ce rituel matinal-là. Je me lève, en général, je vais pisser, je me sers un verre d'eau que je ne bois pas en entier, je vais le boire tranquillou. Je me prends pas de boisson caféinée au réveil, j'attends au moins 1 heure avant de me faire un maté. J'ai beaucoup limité ma consommation de café. Et voilà, et puis une fois que j'ai commencé à boire mon verre d'eau, bah qu'est-ce que je vais faire? Je fais pas du sport, je fais pas une balade ou je sais pas quoi. Je vais directement commencer à travailler. Pour revenir au sujet de la douche froide le matin, qui serait le symbole de ta vie de surhomme nietzschéen, lol, bah très clairement, si tu veux commencer ta journée par un truc dur, parce que tu veux être productif et avancer dans tes projets, commence par être productif et avancer dans tes projets plutôt qu'une douche froide en fait. Et c'est d'autant plus facile pour moi de dire ça, parce que moi je me douche le soir. Je vous expliquerai peut-être pourquoi d'ici la fin de la vidéo, ou peut-être pas, ça sera peut-être coupé, on va voir ce qu'il nous reste à découvrir dans cette vidéo. C'est le premier truc que tu fais la journée, c'est dur, et du coup, tu vas
formater toute ta journée à t'habituer à faire des trucs durs. C'est un peu comme si tu mettais le standard, tu vois, au début de ta journée, la première action, elle est dure. C'est un petit peu la même idée que Peterson finalement quand il dit le premier truc que tu fais le matin, c'est de faire ton lit. Comme ça, la première action que tu fais, c'est une action d'ordre. Tu ordonnes ton environnement et ça va formater tout le reste de ta journée où tu vas être dans cette démarche de mettre de l'ordre. Et puis tu peux que décroître dans la difficulté des actions. Sur l'idée de commencer votre journée par faire votre lit, déjà il y a deux choses dans l'idée de Peterson. Il n'y a pas que l'idée de faire votre lit pour faire votre lit, il y a cette idée clean your room first, c'est-à-dire d'abord occupez-vous de vos affaires et de ce qui va pas dans votre vie avant d'aller faire les social justice warriors sur les campus américains en voulant changer les autres. Déjà, il y a un truc de base, charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que toi, tu as essayé de t'améliorer avant de clamer que la société, elle est trop pourrie parce que c'est l'abominable patriarcat hétérosexuel cisgenre blanc et qu'il faut changer la société, tu vois. C'est ça aussi l'idée dans le fait de faire son lit tous les matins dont parle Peterson. Hein. Cette idée de make your bed, c'est quasiment la même idée que clean your room. C'est vraiment presque la même chose. Ça, c'est le côté responsabilité individuelle versus militantisme politique, qui est très cher à Peterson. Après, le truc tout simple, hein, c'est que voilà, il y a cette idée qu'effectivement, ça vous met dans un bon cadre mental d'avoir déjà ordonné le lit. Mais ordonner un lit, c'est pas difficile. C'est-à-dire que là, justement, ce que dit, je crois que c'est Barbare Civilisé qui parle, il est en train de se contredire. C'est-à-dire que Florent te dit, commencer la journée par un truc dur, et Barbare te dit, ah ouais, faites votre lit, en fait. Mais faire son lit, c'est pas difficile. Ça peut être désagréable, ou voilà. C'est pas une grande passion, je pense, pour qui que ce soit de faire son lit, mais c'est juste qu'au moins c'est fait. Tu commences, t'es débarrassé, ça te prend 3 minutes chrono, c'est facile, justement, et ça c'est fait, on n'en parle plus, et tu te mets dans un cadre mental, effectivement, de productivité, mais ça n'a rien à voir avec la difficulté de la tâche. Donc là, on parle de deux choses complètement différentes. Que tu vas faire, parce que c'est pas extrêmement difficile la douche froide, mais par contre c'est intense dans la difficulté, et quelque part c'est un peu l'opposé de tout ce qu'on a toujours connu jeune, c'est-à-dire se réveiller, prendre une douche chaude et prendre un bol de céréales. Les Nesquik. Les Nesquik, voilà, avant l'école. Alors, ne prenez pas de bol de céréales le matin, c'est des sucres rapides, ça va juste vous flinguer, vous allez avoir un choc, un pic glycémique, après vous allez avoir une grosse fringale à 10h, 11h du matin. En fait, au final, ce que ça m'a appris, cette petite aventure, je pense que c'est surtout de tous les jours faire ce pas qui est hors de sa zone de confort. Et au final, il n'y a qu'une seule chose qui me sépare de ce que je veux être, de ce que j'aimerais être, de mon idéal, c'est ce pas. C'est plein de petites fois ce pas hors de ma zone de confort. J'ai qu'à prendre l'habitude de toujours regarder, me dire ok, est-ce que je suis en train de sortir de ma zone de confort pour savoir que je vais progresser. Cette idée de tous les jours sortir de ma zone de confort, c'est une idée qui est très intéressante évidemment. Je vais finir la vidéo là-dessus. Ça dépend aussi de nos personnalités. En fait, on n'a pas les mêmes défis. Alors ça dépend à quelle grille psychologique vous vous référez, hein. Mais il y a des gens pour qui c'est naturel de toujours faire 1% ou 10% de plus tous les jours. Je vais prendre l'exemple d'un ancien militaire que vous connaissez peut-être, qui s'appelle David Goggins, dont une autobiographie partielle est sortie sous le titre Can't Hurt Me. Alors j'adore Goggins, hein, c'est quelqu'un que je trouvais extrêmement charismatique, et qui est un parcours très très touchant, avec un père proxénète violent qui battait sa femme, qui battait ses enfants. Goggins qui est devenu Navy Seals après moultes épreuves et qui a fait... le mec, c'est c'est même pas un overachiever, je sais pas comment dire ça, c'est plus qu'un performeur, c'est plus qu'un ultra. Il le dit lui-même, son slogan c'est être uncommon amongst the uncommon, c'est-à-dire être hors du commun parmi les gens qui sont déjà extraordinaires. C'est pour ça que c'est un recordman au sein de l'armée sur la quantité de formations qu'il a fait. Il est à la fois donc Navy Seals, il a fait la certification, enfin les examens d'admission à l'école des Rangers, qui sont un peu les Aragorn de l'armée. Le mec est recordman de corps d'élite de l'armée en fait, et c'est quelqu'un qui fait de l'ultra trail, c'est quelqu'un qui a été recordman du record mondial de traction, avec, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est à peu près 3400 tractions en 24 heures. Donc ce genre de truc complètement dingue, et ça paye pas de bine, hein. 24 heures pour faire des tractions. Ouais, essayez déjà de faire 10 tractions d'affilée, et après dites-vous, ok, maintenant il faut que j'en fasse 3000, mais j'ai 24 heures pour le faire. Bon courage. David Goggins, c'est quelqu'un dont le parcours est inspirant, et d'ailleurs je vous recommande vraiment la bibliographie de Goggins. Je pense que j'en parlerai de façon un peu plus détaillée dans une vidéo, en le mettant en parallèle avec plusieurs livres. J'ai couru mon premier semi-marathon, dont je vous parlais dans la vidéo, si j'ai pas coupé le passage. J'ai couru ce premier semi-marathon tout seul dans la forêt pendant le premier confinement français en 2020, et je l'ai fait parce que j'étais en train de finir justement la biographie Can't Hurt Me de Goggins, qui est ultra motivant. Quand vous faites en plus déjà de la course à pied, et que vous aimez comme moi courir dans la nature, quand vous lisez les récits de trail de Goggins, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de sortir de chez vous en courant et de courir jusqu'à épuisement, quoi. C'est extrêmement motivant, et c'est quelqu'un, pourquoi je parle de lui pour conclure cette vidéo, je parle de lui tout simplement parce que Goggins fait partie de ces gens qui, en fait,
ont une compulsion à faire mieux et à se dépasser tout le temps. Et donc, le paradoxe, c'est que pour eux, ce n'est pas un effort de faire des efforts. Si vous êtes déjà comme Goggins, en fait, faire des efforts et faire 1% de mieux tous les jours, ou 2% de mieux tous les jours, ou je ne sais quoi, en fait, c'est pas forcément une amélioration. C'est quelque chose d'extrêmement paradoxal, et qui est un peu contre-intuitif, mais c'est une vérité. Par contre, si comme moi, vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout enclin à faire 1% de mieux tous les jours, alors oui, se mettre comme objectif de sortir de sa zone de confort, ou de faire telle tâche 1% mieux tous les jours, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, en termes de développement personnel, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a 2 types de développement personnel qui se croisent et qui forment un équilibre. C'est ce que je vais appeler le développement personnel productiviste, d'un côté. Donc par exemple, ce que fait Florent en disant, voilà, je vais être plus efficace, je vais faire du biohacking, comment j'ai rattrapé 2 mois de cours en 5 jours, etc. Côté un peu challenge, on est plus performant, etc. On se développe, c'est une forme de développement personnel que moi je vais appeler productiviste, et c'est pas péjoratif. C'est quelque chose qui, on va dire, est mesurable et qui est lié vraiment à ce que vous accomplissez. Et après, il y a un deuxième type de développement personnel que j'amènerais presque du côté de la spiritualité, je sais que ce mot peut faire peur, hein, désolé, mais qui est à la fois le développement personnel sur l'aspect, je veux dire, psychothérapeutique et spirituel. C'est pas exactement la même chose, mais dans les deux cas, c'est une histoire d'épanouissement, c'est une histoire de faire la paix intérieure avec soi, j'ai tapé le micro, c'est quelque chose qui est plus difficile à mesurer et qui va plus concerner les relations interpersonnelles, l'état émotionnel, le regard sur la vie, l'aspect un peu plus philosophique en fait. On pourrait parler de développement personnel philosophique, c'est-à-dire un peu conceptuel, mais aussi qui est lié vraiment à votre psychologie interne, versus ce que vous faites, ce que vous pouvez mesurer, j'ai lu tant de livres, je suis resté tant de minutes dans la douche froide, etc. En fait, il ne faut pas être focalisé uniquement sur ce qui est chiffrable, sur combien j'ai fait de ci ou ça, etc. Mais aussi sur un certain développement intérieur, j'emploie vraiment le terme intérieur, la sensibilité, la vie intérieure, la pensée intérieure, vos concepts, votre imaginaire, votre regard sur le monde, parce qu'à la fin on va tous crever, c'est quand même ça la leçon essentielle de la vie. Je commençais la journée qu'après avoir fumé 4 sticks, astreindre son organisme à des régimes drastiques. Pendant que les porcs se pavanent dans leur chiasse, j'arracherai la langue de Gorgias, un pacte avec le diable dans les flammes. Même les pires dealers chialent, des liqueurs infernales, des aubes navrantes, des nuits orgiaques.